14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et normalement en amour, on devrait être dans une relation où chacun donne et reçoit, mais c'est vrai que bien souvent l'équilibre n'est pas tout à fait parfait. Et c'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Hélène Vecchiali. Elle a écrit un très joli livre dans lequel elle évoque le désir de sauver l'autre. Ce livre vient de sortir en poche avec un titre explicite, La tragédie des sauveurs. Et alors le sous-titre est encore plus intéressant. Le besoin ardent d'être aimé. Et oui, vouloir sauver l'autre, n'est-ce pas le meilleur moyen de se faire aimer, ou du moins de croire que, puisqu'on a sauvé l'autre, il ne va jamais nous quitter. Enfin bon, je ne sais pas si c'est ce que vous croyez, je ne sais pas si vous êtes sauveur, mais en tout cas, durant ces 2 heures, on va voir quels sont les risques de s'engager dans une histoire dans laquelle on veut sauver l'autre. Et je compte bien sûr sur vos témoignages. Venez nous raconter votre histoire d'amour si vous avez le sentiment de vouloir sauver l'autre. Notre numéro, vous le connaissez, c'est au 0826 300 300. Merci Hélène Vecchiali d'être avec nous. Bonjour. Merci de l'invitation, Brigitte. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On va revenir sur ce syndrome du sauveur, quoique je ne crois pas que vous aimiez beaucoup cette expression. J'aime pas tellement parce que syndrome, ça veut dire maladie. Et là, il ne s'agit pas du tout d'une maladie, il s'agit d'un penchant qu'il est préférable de guérir, mais c'est en rien une maladie. Les sauveurs sont des belles personnes, que les choses soient posées d'emblée. Ce sont vraiment des personnes qui ont le cœur sur la main. Après, quand c'est de façon excessive, c'est là qu'il faut se questionner et essayer d'y remédier. Alors, en même temps, vous dites c'est des belles personnes qui ont le cœur sur la main, donc tout ça c'est plutôt de la générosité. Pourquoi il faut faire attention et ne pas vouloir trop sauver l'autre? Quand c'est compulsif, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment a une mission consciente ou inconsciente qui est de sauver à tout prix, on voit bien que là, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a des excès, il faut se questionner et se dire qu'est-ce qui se passe pour que ce soit si excessif. Donc c'est là où il faut se questionner, comme je viens de le dire, parce que ce sont des gens qui sont dans une espèce de fuite en avant, de recherche d'amour, d'où le sous-titre, le besoin ardent d'être aimé. Or, les sauveurs, une de leurs tragédies, c'est qu'ils n'obtiennent pas d'amour. Ils obtiennent de l'admiration, ils obtiennent de la reconnaissance, ils obtiennent tout un tas de choses, mais jamais d'amour. En tout cas, pas d'amour véritable. Éventuellement, une dépendance affective. Oui, voilà, mais au début, c'est pas ce qu'ils recherchent. Leur quête est autre. Oui, mais je pense que ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que on va choisir des gens qui ont besoin, ou qu'on croit qui ont besoin d'être sauvés, mais qui sont souvent des gens trop fragiles, ou de toute façon, la relation d'amour ne pourra pas être équilibrée. Il n'y a pas ça aussi Les victimes, entre guillemets, de ces sauveurs, il y en a toutes sortes. Ce qui est certain, c'est que le sauveur, généralement, ne va pas proposer son aide, il va l'imposer. Il va arriver, voir... Il y a une stratégie qui est assez bien rodée, il voit quelqu'un qui est en difficulté... Et il va se précipiter pour l'aider avant que la personne ait demandé quoi que ce soit. Et une des premières tragédies du sauveur, c'est qu'il sait sauver. Il arrive très bien à sauver parce qu'il est tombé dans la marmite quand il était petit et déjà, enfant, il avait à sauver son père d'une déprime, sa mère alcoolique, son frère qui était malade ou simplement des gens qui n'étaient pas très bien dans la famille et il s'est autoproclamé sauveur du couple ou sauveur du bon fonctionnement de la famille ou du bon relationnel dans la famille. Donc à partir de là, sa première tragédie, elle est là. Il sait sauver, il sait comment faire et il va se dévouer pour imposer avec beaucoup de gentillesse et d'efficacité le sauvetage de toutes les personnes qu'il va rencontrer, une en particulier, et là, il va commencer à se mettre dans le mouvement. Est-ce que quand on sauve l'autre, on n'a pas, au fond, un peu l'impression qu'on est le pilier, du coup, on a un peu d'emprise sur l'autre, et que finalement, on va être, comment dirais-je, on va être à l'abri du fait qu'il nous abandonne?
Oui, il y a ça. Il y a cette idée-là de, puisque je l'ai sauvé, il m'appartient un petit peu et il ne va pas me lâcher. Et il y a aussi cette quête de surtout pas être abandonné. Sauf que ce duo sauveur-sauvé, une fois que le sauvé va un peu mieux, il se termine en duel. Parce que le sauveur, justement, il ne veut pas qu'on l'abandonne. Et sans le savoir, il veut un retour sur son investissement. Je me suis dévouée, d'ailleurs on entend beaucoup de gens. Moi quand le livre est sorti, le nombre de gens à qui j'ai parlé du livre et qui m'ont dit « Ah mais c'est tout à fait moi », mais c'est quasiment 100% des personnes que j'ai rencontrées. Parce que tout le monde à un moment ou un autre est allé aider de façon un peu plus et n'a pas obtenu la reconnaissance espérée. Donc là, le sauveur, dans le cas qui nous concerne, ce sauveur compulsif, eh bien quand le sauvé commence à se sortir un peu d'affaires et puis à s'ébrouer et puis à vouloir aller vivre sa vie, le sauveur, il est bien embêté parce qu'il va se retrouver tout seul et voilà. Et donc, il va essayer de maintenir le lien. Le sauver, ça ne va pas lui convenir. Et là, il va y avoir un conflit ouvert ou pas ouvert ou des ruptures qui paraissent incompréhensibles de la part du sauveur. Bien sûr. Et est-ce que ça existe aussi en amitié En amitié, en amour, en famille, partout. Chaque fois qu'il y a des liens et qu'il y a quelqu'un qui se dévoue en pensant être dans l'abnégation, mais ça ne l'est pas, qui se dévoue de façon excessive pour sauver l'autre, pour l'aider, pour le soutenir, mais vraiment de façon intense, eh bien, on se retrouve dans ce duo qui se termine mal. Et donc, moralité, il ne faut pas sauver l'autre, il faut donner quand l'autre demande, mais si l'autre ne demande rien, comment on sait ? Eh bien, il faut proposer. Voilà, entre imposer et proposer, il y a une marge qui est énorme. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui n'est pas bien, c'est de lui dire, tu sais, je suis là, si tu as besoin de moi, je peux t'aider volontiers. Et après, il faut laisser l'autre décider. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être sauvés. Il y a des gens qui vont mal et pour qui c'est une identité. Ça s'appelle les hyponarcissiques. C'est des gens qui vont vous dire, quand je fais la queue au supermarché, c'est la première caisse qui va fermer. Quand je suis dans la rue, s'il y a une tuile qui tombe, c'est sur ma tête. Au parking, je trouve jamais de place. Et puis, ma belle-mère est infernale. Mes enfants sont non reconnaissants. Mon compagnon me trompe. Enfin, c'est des gens qui sont en permanence dans le rôle de victime. Et si vous leur enlevez ça, ils ont l'impression de perdre leur identité. C'est un des exemples de personnes qui ne veulent pas être sauvées. Et on va faire du cas par cas grâce à vous, parce que je suis sûre que beaucoup de personnes se sentent concernées et vont avoir envie de témoigner. Donc, on vous attend sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve avec Véronica, justement, qui a toujours cherché à sauver et qui se dirige vers les plus faibles. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous, psychanalyste, autrice de nombreux livres. Le dernier, ce n'est pas celui dont on parle aujourd'hui, c'est Les hommes déconstruits, une fausse bonne idée. La déconstruction des hommes, une fausse bonne idée, oui, chez Guy Trédaniel. Chez Guy Trédaniel, mais on parle aujourd'hui évidemment de la tragédie des sauveurs qui vient de ressortir en poche aux éditions Marabout. Bonjour Véronica. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invitée Hélène Vecchiali. Bonjour Véronica. Vous attaquez à un sujet ardu parce que moi j'ai l'impression que tout le monde est sauveur, mais je dois me tromper. Parce que on est nombreux, rassurez-vous. Oui. Ouais. Il y a une grosse communauté. Ça me rassure, parce que j'ai l'impression que c'est ma nature profonde. Et dans ma généalogie, si je vais me recueillir auprès d'une grande tante, c'est même écrit sur sa tombe qu'elle avait l'esprit d'abnégation. Donc c'est un peu aussi dans notre éducation de s'effacer, d'être au service des autres. Et c'est aussi dans mon éducation religieuse. Donc je vais vraiment vers les plus faibles, et ça me plaît. Je ne suis pas victime de cette situation où j'aime vraiment aller vers les plus faibles, et j'ai remarqué que si jamais je vais vers des gens, parce que si on change de strate et qui sont pas plus faibles, ces gens-là, ils vont nous utiliser très très fort. Alors moi j'ai une problématique parce que maintenant je suis dans un duel avec une personne qui va mieux, qui est mon époux tout simplement, qui me dit je n'ai plus besoin de toi. Alors qu'il était en grave dépression, qu'il est sorti de sa dépression.
Et là, je suis dans la situation du duel. Mais il vous dit je n'ai plus besoin de toi, je vais te quitter, ou il vous dit j'ai plus besoin de toi, ça va, occupe-toi plus de toi et arrête de vouloir me sauver. Parce que c'est pas pareil. C'est une bonne question, mais c'est pas je vais te quitter, c'est tu vas me quitter. C'est plutôt ça. Donc c'est oui, terrible. c'est lui en tant que sauvé qui vous dit maintenant que tu as fini ton travail avec moi, tu vas plus vouloir rester avec moi. Ah, vous l'entendez comme ça, c'est merci. Non, c'est une question, hein. Non, mais c'est pas comme ça que je l'ai entendu. Mais comment vous l'avez c'est peut-être- entendu alors? Dites-nous. J'ai entendu comme un rejet, alors que là, vous êtes en train de dire que c'est lui qui a peur d'être rejeté. Je sais pas, c'était une question. Non. Si vous dites que vous le sentez comme un rejet, c'est-à-dire qu'il vous rejette, c'est-à-dire qu'il ne veut peut-être pas que vous continuiez à être avec lui parce que vous êtes la preuve vivante qu'il n'allait pas bien. Vous voyez, parce que le problème de celui qui a été sauvé, enfin Hélène le dira beaucoup mieux que moi, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas envie d'être en face de quelqu'un qui nous a sauvés parce que ça veut dire qu'on a été sauvé et que donc on n'était pas bien. Oui, il y a une honte à être sauvé, et puis par ailleurs, il y a l'idée de j'ai une dette envers cette personne, parce que me sauver d'une dépression, c'est énorme, et je suis engloutie par cette dette que je ne pourrai jamais rembourser. Mais c'est peut-être pas ce que vous dites, peut-être qu'on est allé un peu trop vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment, vous, ce que vous avez l'impression qui se passe ? Ah non, je pense que moi je suis trop lente et que vous avez été à la bonne vitesse. Mais on est deux, hein, alors on va 2 fois plus vite que vous, c'est normal. Hein. Et puis Brigitte est supérieurement intelligente, donc arrêtez, Hélène, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive à la suivre. On va dire qu'elle est ouverte, Brigitte, et donc elle a plus d'ouverture d'esprit que moi. Je n'arrive pas à voir la situation, je n'arrive pas à voir, je suis aveuglée maintenant. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Qu'est-ce qu'il dit exactement, ou qu'est-ce qu'il fait qui vous laisse à penser qu'il n'a plus besoin de vous ? Déjà, il le formule. D'accord. Et c'est un air de dire tu peux partir, parce qu'à un moment donné j'étais partie et il allait tellement mal que je suis revenue. Et pourquoi vous étiez partie ? Parce que ça devenait trop dur pour moi, ça devenait insupportable. Je m'épuisais vraiment, je m'épuisais. Mmh. Et là aujourd'hui, est-ce que vous êtes ensemble ou séparés ? En fait, on est ensemble en étant séparés. C'est-à-dire vous vivez pas ensemble ? Si, on vit ensemble, mais c'est difficile de trouver des... Chaque fois qu'on fait quelque chose, ou même quand on échange, il me dit évidemment, tu n'as pas les mêmes idées que moi. Enfin, il s'oppose, il est dans une... Il a toujours été dans l'opposition. C'est un homme qui a toujours été en opposition, et il continue à s'opposer. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous ? Je souhaiterais qu'il aille bien et qu'on puisse continuer ensemble et sans avoir de reproches et qu'il soit cool en fait, qu'il arrête de vouloir se prouver tout le temps, qu'il est plus fort, plus intelligent. Ça malheureusement c'est certain, ça c'est vrai. C'est un grand scientifique, un peu professeur tournesol, donc il a vraiment la tête qui déboussole parfois, mais qu'il arrête de penser qu'il peut tout faire tout seul, qu'il est autonome. Est-ce que vous avez essayé de lui dire mais tu sais, si je te quitte, tu vas à nouveau aller mal ? Je lui ai jamais dit ça. Moi, je serais assez d'accord pour jouer un peu cette carte-là avec un peu d'humour, évidemment, pour pas que ce soit forcément du premier degré. Mais juste parce que il est possible qu'il ait l'impression qu'il a plus besoin de vous, mais peut-être que c'est pas si sûr que ça, d'après ce que vous dites. Moi, je suis pas si sûre. Non, même au fond, je pense pas qu'il le pense. Mais en fait, ça fait mal parce que j'ai tort, moi, de prendre les choses au premier degré. C'est une forme de fierté qui est là. J'aimerais, moi, vous poser une question en faisant un petit pas de côté. Quand vous étiez petite, jeune, est-ce que vous vous êtes sentie investie d'une mission de sauveuse de quelqu'un de votre famille ou frère, sœur ? Je pense que vous avez la réponse parce qu'évidemment, quand on est comme ça, c'est que effectivement, j'avais une mère dépressive et qu'elle m'appelait mon petit rayon de soleil. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que de fait, c'est votre identité, quoi ?
J'ai grandi avec cette idée que je pouvais aider les gens dépressifs et que dans ce couple-là, je reproduis ça. Aider les gens dépressifs, en fait, moi, la dépression, c'est pas quelque chose que je fais en sorte les gens dépressifs de pas les côtoyer parce que c'est pas du tout ma nature d'une part, mais je suis aidante, ça c'est vrai, je suis très aidante parce que j'ai la capacité à aider. En cours, j'étais brillante et j'aidais tous les autres, mais ça c'est tout à fait normal. Maintenant, je suis dans une situation qui me blesse. C'est ça qui m'ennuie beaucoup. Ça me blesse et ça me paralyse également. Ce qui vous blesse, c'est quand il vous dit qu'il n'a plus besoin de vous, c'est ça? Ah oui. Oui. Vous vous sentez inutile? Je crois que c'est faux. C'est-à-dire, vous pensez qu'il se trompe? Oui. Oui, et donc vous avez peur de le laisser et qu'il se suicide, par exemple? Oh ben ça a été des menaces, oui. Ah oui. Donc D'accord. oui, c'est difficile pour vous parce que vous êtes peut-être plus lucide que lui dans cette relation-là. Ah ben clairement, oui, il est toxico, légalement, puisqu'il prend des médicaments légalement. Enfin bref, c'est grave, quoi. La situation est quand même très grave. Je pense que vous avez besoin de vous faire aider à côté, Véronica. Parce que d'une certaine manière, il est un petit peu toxique pour vous, puisqu'il vous fait du mal. Hein. Et il le fait peut-être malgré lui, mais en tout cas, il vous fait du mal. Donc il faut que si vous voulez tenir, il faut que vous alliez vous faire aider un petit peu. Mais je vois pas trop comment... Mais si, parce que vous avez toujours aidé les autres. Et je pense qu'il est temps là de vous faire un peu aider, ce qui va vous permettre de voir un peu plus clair dans ce fonctionnement qui est le vôtre et qui est formidable. Et on l'a dit au début de l'émission, vous êtes forcément une très belle personne. Mais allez vous faire un tout petit peu aider. Et je vous assure que ça va vous permettre d'avoir une attitude juste avec lui. Et puis surtout de plus souffrir et de prendre soin de vous. Vous savez, une thérapie, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire avec Brigitte et moi, là. Hein. C'est ni plus ni moins. Hein. C'est des personnes qui vont vous écouter et qui vont être plus au clair sur ce qui se passe que vous-même, parce que vous êtes en plein dedans, c'est douloureux, c'est difficile, et vous ne pouvez pas être jugé parti. Donc il va y avoir quelqu'un à l'extérieur, de bienveillant, qui va prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'il va essayer de vous sauver de vous-même. Et qui va vous dire tout haut ce que, au fond de vous-même, vous savez. Mais vous avez besoin d'un regard extérieur là pour pouvoir sortir du brouillard, parce que là vous êtes dans un brouillard et je vous assure, c'est pas une question de faire une thérapie pendant des années, hein, c'est juste que quelqu'un vous écoute et vous renvoie à vous-même pour que vous puissiez voir clair et avoir l'attitude la plus cohérente vis-à-vis de cet homme pour que ça vous fasse de vous-même. moins souffrir. Et puis comme ça, vous serez un peu au plus clair. D'accord ? Ok, hein? Je vais faire entrer une tierce personne. Donc. Voilà, absolument. Exactement. C'est exactement et ça. Et que pour vous. Que pour vous. Super, merci. Merci de votre confiance. Merci en tout cas, Véronica. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil du jour, on va parler de nos croyances. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, dans ce Love Conseil, on va parler des croyances. J'aime bien parler des croyances qui sont un mot assez vague, mais qui indique des choses qu'on met en place pour tenir debout, en quelque sorte. Et elles ont ce rôle, nous maintenir dans une illusion qui nous rassure. Et c'est pour ça qu'il est parfois important quand même de bien comprendre notre croyance si on veut arriver à avancer un peu plus et dépasser ces croyances, parce qu'elles sont construites durant l'enfance la plupart du temps ou durant l'adolescence. Elles viennent souvent d'ailleurs de notre famille et puis elles sont là pour calmer des peurs, des angoisses. Alors parfois ça a des avantages, une croyance, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients et je vais prendre une croyance très très basique, mais qui correspond bien à cette émission. Tous les hommes sont infidèles.
Donc, on ne peut pas leur faire confiance. Ça, c'est le genre de croyance que maman nous a fait rentrer dans le crâne. Et donc, à partir du moment où on a ça comme croyance, forcément, soit on va choisir un homme infidèle, pour bien prouver qu'on a raison de croire ça, soit on ne va pas oser s'engager dans une relation. Et donc, on voit bien que c'est une croyance qui ne repose Limitante. sur rien. Absolument. Effectivement, oui. Et il y a plein de croyances. Une croyance, c'est quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement, qui est juste une impression qu'on a mis en place, qui souvent d'ailleurs nous permet de nous rassurer. Exactement, oui, tout à fait. Oui, et puis, comme vous le disiez, c'est ça. Si on le remet pas en cause, ça nous pourrit la vie et ça nous rend très malheureux et parfois sans comprendre pourquoi. Alors il y a des croyances, c'est pas grave si on croit qu'on n'aime pas les lentilles parce que enfant on n'aimait pas ça ou que notre mère n'aimait pas ça, c'est pas très grave. Mais on peut essayer un jour de goûter et puis on va peut-être être surpris de trouver ça très bon. Surtout les lentilles de Sillaos. Bon, et puis c'est le moment de jouer avec les lots. Et aujourd'hui encore, vous pouvez gagner ce plug Surfer 2. C'est un très bel objet, assez design d'ailleurs, qui donc évidemment aussi bien pour les hommes que pour les femmes, puisque c'est un plug. Et il est vibrant, il a un joli format. Et puis c'est vrai que c'est assez, comme beaucoup d'objets, les lots d'ailleurs, c'est un très très bel objet. Si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. Nous continuons avec Vincent qui est avec nous. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Oui, pardon. Alors du coup, moi je me suis posé souvent cette question, pourquoi choisir un partenaire et avoir envie de la sauver ? En fait, surtout après ma dernière relation. C'est-à-dire en fait, avec le recul, je me rends compte que j'avais clairement ce rôle de sauveur, entre guillemets, sans vraiment m'en rendre compte au début. En fait, j'avais rencontré une fille qui, au moment où je l'ai rencontrée, n'allait pas très bien à ce moment-là, au moment de sa vie. Et elle a vécu des choses compliquées, elle manquait de confiance en elle, etc. Et puis moi, ça m'avait touché. Et j'ai eu envie d'être là pour elle, de la soutenir, de l'aider, et puis pour qu'elle puisse aller mieux. Donc là, on est bien dans l'envie de la sauver, c'est bien. Vous êtes pile dans l'émission, Vincent. Voilà. Et en fait, sur le moment, je pensais vraiment que c'était de l'amour. Mais en fait, petit à petit, la relation, elle a tourné qu'autour de ça. Donc j'étais toujours celui qui l'a rassurée, qui la portait, qui faisait des efforts, et puis même elle tenait à moi, ça restait quand même dans une forme de fragilité, il y avait quand même un déséquilibre, je crois qu'au fond, ça me valorisait aussi au départ. J'avais l'impression d'être important pour elle, et d'avoir un rôle comme si être aimé passe par le fait d'être utile, presque indispensable à l'autre. Mais à la longue, ça m'a épuisé, parce que on peut pas non plus sauver quelqu'un qui ne se sauve pas lui-même. Je pense que il y avait et est-ce qu'avec le recul, vous avez l'impression qu'elle avait envie d'être sauvée ? Je pense pas. Voilà. Sincèrement, je pense pas. Voilà, c'était vraiment toujours devoir la porter, la rassurer et faire toujours dans ces la choses-là. plainte. C'est ça, exactement. Ça revient à ce que vous disiez. Ça m'épuisait, quoi. Oui. Et finalement, ça s'est terminé comment ? Moi, je suis parti parce que j'ai compris que c'était pas une relation qui était saine et que du coup aimer quelqu'un, c'est pas aussi toujours essayer de la réparer. C'est aussi pas porter ses blessures à sa place. On peut quand même être attiré par des personnes qu'on veut sauver parce que ça donne du sens, mais ça nous rassure. Mais on évite de se confronter aussi à ses propres failles des fois. Donc j'ai préféré me concentrer sur moi-même. Oui, effectivement, et c'est intéressant ce que vous dites à plusieurs titres. Ce qui est surprenant aussi, c'est que très souvent, les victimes, celles qui demandent à être sauvées ou qui sont sauvées, en fait, elles choisissent n'importe qui. C'est-à-dire que vous allez la sauver, mais le voisin serait venu, à la limite, ça aurait été presque pareil. C'est ça qui est tragique pour les sauveurs. C'est que parfois, c'est pas très agréable à entendre pour vous, Vincent. Non, mais justement, c'est parce que vous avez eu le courage de partir que je me permets de dire ça. C'est-à-dire, ce qui est vraiment terrible, c'est de se rendre compte que le premier qui sauve fait l'affaire.
Et c'est ça qui fait aussi que les sauveurs sont souvent pas aimés et juste ils sont des objets qui ont été utiles à un moment. Donc c'est bien que vous vous soyez rendu compte de ça et que, en fait, sauver son compagnon ou sa compagne, bien évidemment que ça peut arriver, mais au cours de la relation. Si on choisit quelqu'un pour le sauver ou la sauver, là, ça part très mal. Mais bien sûr que si le couple est là depuis un moment avec une relation équilibrée et qu'il y en a un qui tombe, l'autre va lui tendre la main. C'est une évidence. Oui, bien sûr. C'est parce que là, vraiment, je sentais vraiment que j'étais là que pour ça et que pour l'aider. Et que voilà, j'étais devenu une chose, quoi. Et qu'elle aurait pu, voilà, partir du jour au lendemain, trouver quelqu'un d'autre. Et est-ce que vous avez repéré d'où vous venez cette propension à vouloir sauver ? J'ai toujours été plus ou moins dans l'empathie et voilà, je suis pas quelqu'un qui est méchant et qui va. Je sais pas comment je pourrais vous expliquer. Si on remonte à votre enfance, par exemple, est-ce que vous avez repéré qu'il y a eu des moments où vous avez été obligé d'être dans cette mission de sauveteur ? Plus ou moins, j'ai toujours été le rôle de facilitateur, que ce soit au niveau des copains ou même un entremetteur au niveau des copains qui avaient des autres copines. Enfin voilà, on pouvait toujours essayer d'assurer les arrières. Donc oui, peut-être. Et dans votre famille ? Pas forcément. Non, vous êtes un gentil en fait. Vous êtes plutôt quelqu'un. Oui, voilà, je suis vraiment. Mais peut-être que dans votre famille, peut-être que dans votre famille, on est gentil et on aide son prochain. Enfin, je veux dire, c'est peut-être aussi un mode de vie familial. Oui, ou peut-être vous étiez facilitateur dans la famille en faisant circuler les paroles ou la communication, non ? Non, c'est vraiment, on est vraiment une famille où on peut aider un peu tout le monde. C'est votre nature, on va dire. C'est naturel, voilà. D'accord. C'est ce que j'allais Et c'est dire, peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes assez vite rendu compte que vous ne pouviez pas faire grand-chose pour cette pauvre fille qui n'a aucune envie d'être sauvée, en fait. Non, c'est ça. C'est pour ça que quand je me suis rendu compte que j'étais que la personne qui pouvait la porter et que je ne ferais que ça. Voilà, j'ai voulu, j'ai mis un terme tout de suite à cette relation. Mais maintenant, je me dis qu'avec le recul, le vrai défi, c'est quoi ? C'est de choisir quelqu'un qui va déjà bien et avec qui on peut construire, mais pas quelqu'un avec qui on doit reconstruire. Ça vous paraît être un défi de ne pas commencer une relation en sauvant l'autre ? Je pense parce qu'on sera toujours celui qui a pensé la blessure et on ne sera pas vu autrement, je pense. Oui, non, mais ça, c'est plutôt bon signe de penser ça. Non, mais de toute façon, on a tous des failles, on a tous besoin d'être un peu aidés par l'autre. Bien sûr, l'important, c'est qu'on donne et qu'on reçoive. Hein, c'est tout. Tandis que là, je pense que vous donniez à perte et vous ne receviez rien. Je ne recevais, du tout, rien du tout. Il n'y avait pas aucun soutien derrière, effectivement. Ouais. Oui. Donc je ne pense pas que vous soyez un sauveur absolument impossible d'être autrement. Je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt gentil qui va être un bon compagnon. Et il faut que vous trouviez quelqu'un qui est une bonne compagne. Et puis voilà. Oui, je me dis que ça va aller, on va trouver. Hein. Je vais trouver, il n'y a pas de souci. On n'en doute pas. Je ne me fais pas de soucis pour vous non plus. Non, mais c'est vrai que... vous aviez quand même choisi un cas désespéré, je pense. Maintenant, oui, avec le recul, oui, j'avoue, sur le départ, pas, parce que, voilà, elle me donnait, c'était pas de la pitié, c'est que j'avais vraiment envie de l'aider. Elle était vraiment dans une période où elle était vraiment mal, où elle était vraiment au fond du gouffre. Et puis voilà, j'ai pas fait attention j'ai pas prêté le moment voir que c'était vraiment chercher quelqu'un que pour la sauver, mais encore la sauver. Oui, mais ce que je peux peut-être dire, vous, je pense que ça va, vous êtes vaccinés, hein, vous avez compris, mais ce que je peux dire quand même à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a les personnes qui sont dans une situation un peu difficile à un moment donné parce qu'il leur est arrivé une catastrophe. Et quand c'est ponctuel. C'est pas très grave, on peut à ce moment-là, en effet... mais si c'est quelqu'un qui est vraiment dans la plainte et qui est vraiment a l'impression que toute sa vie est une suite d'horreurs, je pense qu'il vaut mieux partir... il vaut mieux passer son chemin. Vous êtes d'accord, Hélène ? Oui, là, complètement. C'était vraiment cette chose-là. Il y avait toujours quelque chose qui rappelait, mais oui, ça je l'ai eu aussi, et ça je l'ai eu aussi. Enfin voilà, c'était... l'impression qu'elle avait eu tous les maux du monde, quoi. Oui, mais peut-être que c'est une collectionneuse de plaintes. Oui.
Ah, peut-être. Non, mais J'avoue que je suis pas c'est retourné la voir, mais... c'est ce que vous disiez en début d'émission. Il y a des personnes qui n'existent qu'à il y a travers la plainte. Voilà, il y a des sauveurs qui veulent rester sauveurs compulsifs toute leur vie, qui veulent pas changer, même s'ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance. Et puis il y a des victimes qui veulent être victimes toute leur vie et qui veulent pas être sauvées. Donc voilà. Après, c'est un mode de vie, ouais. ouais. Bon, eh ben, écoutez, Vincent, je crois que vous êtes vacciné et que la prochaine... Oui. Je ferai attention, je prête bien attention maintenant, c'est vrai. Merci en tout cas de ce témoignage, Merci, Vincent. Vincent. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis nous avons Thélèse qui, lui, veut sauver les gens et qui considère que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est son état d'esprit. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous. Nous parlons des sauveurs et des sauveuses parce qu'il y a égalité. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont sauveurs. Oui. Il y a une parité totale là. Complètement. Et il y a autant de victimes hommes que de victimes femmes. Thélèse est avec nous. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc, vous considérez, vous, que c'est normal de sauver les gens et c'est votre état d'esprit et vous n'avez pas envie de changer pour rien au monde, hein, c'est bien ça ? Exactement, vous avez tout à fait résumé ce que je pense du sujet. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de... De la joie. D'accord. Après, pour expliquer, pour mettre un peu dans un contexte, je suis musicien. On organise avec mes amis des jams. Et c'est des bœufs, c'est de l'improvisation musicale. Oui. Et tout le monde est le bienvenu en fait, quoi. Et chacun il peut taper des mains, jouer des maracas, participer en fait. Et on sauve les gens comme ça. C'est-à-dire que les gens ils ont des problèmes, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leur mère, ils ont des problèmes comme tout le monde. Et au lieu de s'isoler, de s'enfermer chez eux, ils viennent avec nous et on leur fait passer des super bons moments, quoi. Oui, mais là, c'est une générosité gratuite que vous donnez à tout le monde. C'est pas tout à fait. On n'est pas dans le sauvetage en amour, si je puis dire. Ni en Non, amitié. C'est une relation amoureuse. En fait, l'amour, ça peut aussi être avec la vie en général, pas forcément une seule personne. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on entend. Mais est-ce que, et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est très généreux et effectivement, ça doit aider énormément tous ces gens en souffrance. Mais est-ce que dans votre vie privée, dans votre vie personnelle, est-ce que vous poursuivez cette façon d'aider les gens ? Cette quête, tout à fait. C'est le moyen que j'ai trouvé pour me protéger à la fois et en même temps faire du bien aux gens qui m'entourent. Vous protégez de quoi ? À me protéger de moi-même en vérité, parce que c'est moi-même avec mes attentes qui sont forcément là de temps en temps, qui peuvent. Mais vous êtes dans une relation d'amour avec une personne que vous sauvez ? Pas du tout, non. Non, d'accord. Oui, d'accord. Donc c'est juste par la musique que vous sauvez les gens. Enfin, juste, voilà. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est ça. En association, avec l'énergie qu'on donne, l'amour qu'on donne, justement. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe l'orientation sexuelle. D'accord, mais ça vous protège, ça ne vous donne. Du coup, ça vous protège, ça vous évite de vous engager dans une relation, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, je reste ouvert à me mettre dans une relation. C'est juste que j'ai pas trouvé personne. Alors, de quoi ça vous protège ? Parce que la question que posait Hélène était tout à fait justifiée. En fait, si on revient un peu, on rembobine, on revient un petit peu en arrière, je vous demandais dans votre vie privée si vous étiez aussi dans... Désolé, j'ai pas écouté l'émission avant, donc du coup j'arrive un peu Non, mais ça n'a rien à voir. Hein, là, on parle que de vous. Mais tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que dans votre vie personnelle, aussi dans vos relations amoureuses ou amicales, vous aimez sauver ? Et vous m'avez dit oui, parce que ça me protège. Donc la question qu'on se posait, Brigitte et moi, c'est ça vous protège de quoi ? En fait, je vous avais appelé l'année dernière, on en avait parlé de ce sujet. Et je vous avais raconté une histoire de quand j'avais 20 ans, quoi. Oui. Et j'ai pas envie de raconter la même histoire parce que sinon ça fait un peu un remake en quelque sorte de mon vécu. Et j'ai envie de vous raconter une autre histoire. Mais allez-y. Comme exemple, par exemple, on a une personne qui est somalien, qui a vécu des choses dans sa vie qui l'ont rendu complètement fou. Et
pour avoir des rendez-vous avec les psys et compagnie, c'est très très compliqué, c'est très très long. Et la thérapie, c'est beaucoup de médicaments et beaucoup de... Et cette personne-là, elle est venue frapper à notre porte, elle est rentrée, on l'a accueillie. Et dans la rue, il a des comportements, c'est un homme, hein, il a des comportements des fois un peu... il fait peur, quoi. Dans son regard, on voit la folie. Et D'accord. nous, on a réussi à le canaliser un petit peu, à l'apaiser et à lui mettre des percus entre les mains, lui faire écouter de la musique, lui faire passer un bon moment. Et il est, mais je peux pas vous expliquer comment ça lui fait du bien, l'ouverture qu'on lui propose. Mhm. Et ça fait maintenant 3 mois à peu près, qu'il vient pas régulièrement, mais qui vient de temps en temps. Et il y a une évolution énorme. Mais c'est incroyable. Et ça, si vous voulez, je peux vous dire que ça nous rend fiers. Oui. Je disais à mes amis, on est des alchimistes en vérité, parce qu'on transforme le plomb en or. Les gens, ils ont des problèmes dans la tête et en une soirée, à force de voir des gens, d'avoir Oui, de oui, vous l'écoute, créez- de pouvoir partager, de pouvoir discuter. Vous créez du considérer, lien, vous lui donnez un support grâce à la Bien sûr. musique et qui fait que cette personne est un peu moins dans sa Seule. folie, si on peut dire. Seul aussi, avec sa folie, exactement. Voilà, Mhm. c'est ça. Mais Et c'était. notre outil, c'est la musique. Et c'est un très très bon outil. Mais On peut y aller c'est. sans modération, quoi. Oui, Oui. oui, oui. Et d'ailleurs, la musique a une action extraordinaire sur le psychisme. Hein. C'est Oui, pas il y a, par- d'ailleurs, il y a des C'est ça. musicothérapeutes, hein, il y a des thérapeutes qui utilisent la musique effectivement pour aider les gens en souffrance. C'est ça. Et le Mais respect vous aussi. n'êtes, à la Donc, limite, j'ai envie de dire, Thélèse, vous n'êtes pas sauveur, vous êtes thérapeute d'une certaine manière. Vous voyez, enfin, en tout cas, vous Ouais, vous voilà. faites une thérapie de Mais groupe. je préfère dire sauveur que thérapeute pour le coup. Non, mais la musique, c'est une thérapie de groupe, en fait. Et Ouais, c'est pas ouais, par tout à hasard fait. qu'on C'est ça. envoyait les soldats sur le bruit sur la musique des tambours. C'est pas par hasard qu'il y a des chants religieux. C'est pas par hasard que le chamanisme se sert beaucoup de la musique. Enfin, Tout à fait, la tout musique, à fait. elle a quelque chose de totalement magique sur le psychisme humain. hein. De l'humain, même des animaux et des plantes aussi. Hein. Oui, des bébés, même dans le ventre des mamans, on fait écouter de la musique et bien sûr que ça fait du bien à tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'aider des gens qui sont un peu en désespérance avec la musique ? Comment ça a commencé ? Disons que j'ai eu des expériences dans ma vie où j'ai voulu aider les gens. On peut dire que des fois, ça s'est un petit peu retourné contre moi. Des fois, j'ai eu des belles surprises aussi. Et le fait d'être en équipe avec des gens qui m'expliquent, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont les mêmes envies, la même volonté de justement d'accepter tout le monde en fait. D'accord. De pas mettre des Donc barrières. finalement, ça vous sauve aussi d'être dans ce groupe de musiciens qui c'est une sorte de chaîne humaine qui sauve tout le monde. C'est ça. L'unité fait la force. L'union fait la force, pardon. Oui. Bravo, oui, oui. Et ce que vous disiez au début, que ça vous procure de la joie, on le comprend fort bien. En Et- plus, voilà, quand on voit les belles surprises que ça nous réserve par la suite, voir le sourire sur la tête des gens, c'est ce qu'il y a de plus meilleur comme remerciement en quelque sorte, quoi. Oui. Et on comprend mieux pourquoi vous avez utilisé le terme ça vous protège, finalement. Ça vous protège aussi de peut-être le sentiment d'être un peu perdu dans une société qui va pas très bien. C'est ça. Et qui va complètement. Attendez, c'est la guerre. C'est pas une société qui va pas très bien, c'est une société qui est complètement folle, quoi. On n'a pas envie de ça, personne n'a envie de la guerre, personne n'a envie de tout ce qui se passe. Et on se retrouve dans un monde qui est fou. Et on a besoin de faire de la musique, on a besoin de se retrouver, de danser, de faire la fête, Mais pour dire qu'on n'est pas d'accord quelque part avec ce qui se passe. Et la seule solution qu'on peut faire, c'est... en tout cas, mais en tout cas, vous avez raison. Je préfère la musique aux armes. Vous avez raison. Oui, On est bien oui. d'accord. quoi. C'est une Mais belle. ça va vous faire fait de des politique, parenthèses, des bulles de paix et de douceur et de joie. Voilà. Merci pour ce Merci. joli témoignage, Thélèse. On va continuer dans la deuxième heure, évidemment, à évoquer les sauveurs. Mais c'est vrai que la musique est une belle manière de s'évader Oui. et d'aller mieux.
Et puis je vous propose une petite devinette. On n'y échappe pas, Hélène Vecchiali. Aïe, aïe, aïe. Elle est rigolote celle-là. Pourquoi les lesbiennes sont plus souvent constipées? On s'attend au pire évidemment, mais si vous ne trouvez pas toujours pas trouvé comme d'habitude. Si vous ne trouvez pas la réponse, c'est oui. pas grave. C'est vrai que les réponses, on les comprend une fois qu'on les a, mais c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Je suis bien d'accord avec vous. Dans un instant, c'est les infos, et puis tout de suite après les infos, nous aurons Simon également, qui trouve que c'est une merveilleuse qualité que d'être sauveur. Ils ne sont pas d'accord avec vous, hein, Hélène Vecchiali. Mais je les laisse pas être d'accord. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Absolument. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous, psychanalyste. Vous écrivez beaucoup de livres. Le dernier, c'était la déconstruction des hommes. Une fausse bonne idée. Chez Très Daniel. On en a déjà bien parlé, mais aujourd'hui, j'ai eu envie de revenir sur Les Sauveurs, parce qu'il vient de sortir en poche. C'était votre livre juste avant, La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'aimer. C'est aux éditions Marabout, dans lequel vous expliquez bien comment le fait de sauver quelqu'un, ça ne garantit pas une belle histoire d'amour. Simon est certainement pas d'accord avec vous, mais on lui donne la parole dans un instant. D'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi les lesbiennes sont plus souvent constipées? J'ai aucune idée. Elle va vous amuser, la réponse. Parce qu'elles n'ont pas un homme qui les fait chier. Quelle horreur. Voilà, écoutez, hein. On s'amuse comme on peut. On s'amuse comme on peut, absolument. Bonjour Simon. Bonjour, écoutez, moi je suis homosexuel, donc voilà, on se fait chier beaucoup. Donc vous n'êtes pas constipé? Non. Alors, mais moi je vais venir alors. Attendez, parce qu'on a un petit problème de son. On va essayer de voir si on peut arriver à régler ça. C'est intéressant sur cette thématique d'expliquer que on a beaucoup parlé des sauveurs pour qui c'est problématique et difficile, mais les victimes aussi. Hein, les sauvés ont le problème, on l'a dit déjà tout à l'heure, mais si je fais une petite synthèse, ils ont le problème, une fois qu'ils vont mieux, d'avoir eu honte de s'être mis dans cette situation, d'avoir eu honte de leur codépendance aussi, et puis d'être très gênés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une dette abyssale qu'ils ne pourront jamais rembourser. Donc à minima, on voit que au bout d'un moment, tout le monde va pas bien dans cette histoire. Hein. Et je répète qu'on parle des sauveurs compulsifs, hein, des gens qui sauvent de façon excessive et pas de ceux qui aident au quotidien. Alors Simon, vous trouvez que c'est une belle qualité de sauver, mais est-ce que vous êtes justement ce que Hélène appelle un sauveur compulsif? Peut-être pas. Merveilleux quand même de pouvoir sauver, puis je suis un sauveur repenti, on va dire, après des expériences. Voilà, mais c'est toujours quelque chose de merveilleux. Enfin, je pense à la figure du sauveur. Alors c'est vrai que c'est Jésus, forcément j'ai une éducation catholique, donc Jésus c'est le sauveur qui va sauver tout le monde, et puis des fois on va faire comme lui. Ça a mal fini, hein, excusez-moi. Ça a mal fini, après, voilà, c'est pas un exemple que j'ai tellement envie de suivre. Hein. Ben, c'est quand même quelque chose de... Moi c'est quelque chose qui m'inspire quand même, voilà. Il faut le dire. Mais après, c'est vrai que on n'est pas. Il faut rester à sa place aussi, quoi. Oui, mais non, mais je plaisantais un petit peu, Simon. Oui. J'entends bien l'image du sauveur au sens d'aider l'humain, d'aider l'humanité. C'est plutôt une belle qualité. Hélène, dans son livre, parle vraiment de ce sauveur qui va se mettre à aimer quelqu'un et à vouloir le sauver dans une relation de proximité, c'est-à-dire vous voyez, une relation dissymétrique avec un dominant qui va sauver et l'autre dominé qui est pas bien, quoi. Ouais, j'ai vécu ça. C'est vrai que je l'ai vécu vraiment. C'est sûr que ça n'a pas bien fini parce que j'ai voulu sauver quelqu'un qui n'allait pas bien du tout. Alors moi, c'est vrai que ça m'attire comme des démons, hein. Quelqu'un qui va pas bien, je peux le sauver. Alors c'est inconscient, c'est sûr, mais ça provoque quelque chose de tellement fort en nous que c'est difficile. D'accord. Donc on voit, vous êtes vraiment dans ce cas-là. Dans cette logique-là, oui. Vous avez vraiment, mais vous l'avez dit, ça s'est pas bien terminé. Ah non, parce que de toute façon, moi, je faisais que donner, et puis
Et puis je m'oubliais moi-même. C'était une façon aussi de se Et comment ça fuir soi-même, quoi. Comment ça s'est terminé, justement? Ça s'est terminé que il était déjà en plus très compliqué, donc c'est moi qui ai fini par jeter l'éponge parce qu'à un moment ça n'allait pas, quoi. Il y avait trop d'amour. Voilà. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce que ça suffit? Ben non. Voilà. Il y avait de l'amour, hein, mais c'est invivable. C'est invivable pour moi. Et puis voilà, il est tellement pas bien que c'était pas possible. Donc on s'est séparés. C'est moi qui suis parti à un moment. D'un coup, là, un moment, c'est trop. Vous êtes sauvé. Je suis parti. Je me suis sauvé. Voilà. À tous les sens du terme. Ouais. Mais vous vous êtes sauvé parce que vous vous rendiez compte que de toute façon vous ne pouviez rien faire pour lui, ou parce que vous en aviez marre de donner sans recevoir? Qu'est-ce que vous diriez? Il y a un peu des deux. Je m'épuisais. C'était de l'épuisement tout le temps de donner sans recevoir. Et aussi, oui, que je trouve un constat aussi que, de toute façon, voilà, même s'il y avait un amour très fort, c'était pas possible, tenable dans le temps. C'était pas tenable. Et là, votre effectivement. témoignage montre bien que là, vous étiez vraiment dans le sauveur un peu compulsif, quoi. Oui, C'est le vraiment... sauveur Oui, qui se sacrifie, quoi. Oui, oui. Ah bah oui, dans le sacrifice, oui, complètement. Et ça vous s'est reproduit d'autres fois, ce genre de relation? Alors, j'en ai eu peut-être avant. Celle-là, c'était la plus forte, voilà. Non, depuis, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de l'EMDR, etc. Et bon, ça a bien pointé du doigt, ce syndrome du sauveur. Voilà, et puis et aussi cette kinésiologie, hein, elle teste avec le bras et hop, lis cette page. Et c'était pile une histoire. C'était l'enfant qui reprochait à sa mère mais pourquoi tu ne l'as pas quitté? Je t'en veux de ne pas l'avoir quitté. Et donc il y a ce côté que vous parliez juste avant, justement cette rancœur en fait qui n'est pas saine, qui n'est saine pour personne. Vous voulez dire que votre mère aurait dû quitter votre père, c'est ça? Non, c'était une histoire en fait que lors de la séance de kinésiologie, mais qui parlait vraiment de comme si j'étais la mère et que l'enfant me témoignait que je t'en veux d'être resté avec cette personne qui te faisait du mal. Voilà. Bon. Et vous, dans votre propre enfance, vous diriez que ça a un écho, tout ça? Alors, dans mon enfance, j'étais peut-être dans la famille, j'avais des frères et sœurs un peu colériques. Alors, nos parents, ils nous laissaient... c'est pas facile, ils gentils, hein, pas de maltraitance, mais pas de prise en compte forcément des émotions, quoi. C'était, on se lève, on le fait, et puis quand ils disent le truc, faut le faire tout de suite, et puis voilà. Mais... donc j'étais un petit peu castré peut-être, enfin voilà, un effet castrateur, je pense. Et puis j'avais des frères et sœurs qui ont leur caractère et moi, du coup, il fallait que je me taise, quoi. Donc vous étiez je laissais pas place à mes désirs, quoi. Vous étiez un petit peu celui qui était mis de côté en quelque sorte. Oui, de côté. Alors, il y avait de l'amour quand même. Hein, oui, bien sûr. Non, mais on pourrait presque dire que vous sauvez les autres parce qu'on vous aura pas sauvé, quoi. Peut-être. Alors, je sais pas. Non, mais c'est toujours un peu simpliste d'essayer de trouver une réponse comme ça. Mais je suppose que de toute façon, vous avez bien fait d'aller travailler ça un petit peu parce que ça me semblait en effet compliqué pour vous de trouver une belle histoire sinon. Bah oui, et là du coup, après c'est aussi au fait maintenant, j'ai conscience de ça, donc je vais plus tomber là-dedans, enfin je vais tout de suite mettre le haut là, voilà, mais est-ce que du coup, est-ce que je peux sortir de ce schéma sans tomber un petit peu dans l'indifférence? Je me dis, est-ce que je vais réussir à retomber amoureux sans ce syndrome du sauveur, voilà. Oui, c'est à partir du moment où vous en avez souffert, vous avez compris pourquoi, vous avez repéré vos failles, elles ont déjà commencé à se rétrécir, ces failles. Ouais. Donc vous savez qu'il y a une fragilité et vous rencontrerez quelqu'un qui est un humain normal, et qui n'est pas dans la plainte, qui n'est pas dans la souffrance, mais qui par moments, comme vous-même, aura besoin d'être aidé. Bah oui. Donc ce sera... oui, et puis ça reste, je trouve il faut savoir justement modérer ses ardeurs, mais
C'est bien aussi d'avoir des gens qui ont envie, qui sont prêts à aider facilement. Alors c'est sûr, il faut trouver, mais c'est quand même une. Voilà, oui, bien sûr. Non, mais entre aider l'autre et se sacrifier pour l'autre, il y a une grande nuance que vous avez peut-être compris. Et puis maintenant, j'ai bien compris aussi que je propose l'aide. Oui, voilà. Je la propose et après c'est à la personne. Exactement. Et je dis tant pis si la personne ne saisit pas ou ne mérite pas. Enfin, je vois que son attitude, elle mérite pas. Je la propose pas mon aide. Voilà. Bon, c'est bon. Vous êtes sur le bon chemin. Ça va. Vous êtes guéri. C'est bon. Merci. On vous Simon. donne votre certificat de guérison. Merci Simon en tout cas. Merci Simon. Dans un instant, c'est Lélia qui sera avec nous et qui nous parlera aussi de comment elle a voulu sauver l'homme qu'elle aimait. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous et on voit bien que c'est compliqué cette question de sauveur, de sauver, de victime. Et finalement, je crois qu'on a un peu tous quelque chose de cet ordre-là et c'est important d'être clair aussi. Oui, on est dans un monde judéo-chrétien quand même, où aider l'autre, être dans l'abnégation pour être... le plus proche possible de comportements bienveillants, généreux, en s'oubliant. Tout à l'heure, on a parlé du grand sauveur avec un grand S de Jésus. C'est quand même un modèle qui transpire en France. C'est nos origines culturelles. Donc, c'est compliqué de bien faire la différence pour ceux qui se dévouent à fond, de faire la différence entre ce dévouement absolu, cette abnégation, et puis juste aider et proposer son aide. On va voir ce que nous dit Léa. Bonjour Léa. Bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Bonjour Léa. Merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Donc vous avez essayé de sauver l'homme que vous aimiez, alors ? Oui, écoutez, je vais vous expliquer vite fait. Je plante le décor, on va dire. Je suis issue d'une famille dysfonctionnelle. Et comme j'ai manqué de l'amour de ma maman, j'ai essayé de reporter ça sur le garçon dont je suis tombée amoureuse au lycée. Voilà, j'ai voulu me sacrifier pour être aimée. Et ça n'a pas marché. Et non, ça n'a pas marché parce que c'est pas ça la vie. Mais bon, quand on a 16 ans, on croit tout connaître de la vie. Pas du tout, c'est la vie qui nous enseigne des belles choses. Et en fait, il s'est trouvé qu'une fois, puisque je fréquentais ce jeune homme, je vais dans sa famille, et puis je trouvais un peu bizarre qu'il avait un faux jumeau. Quand ils se retrouvaient, parce que l'un et l'autre n'étudiaient pas au même endroit, c'était des retrouvailles un peu particulières. Mon chéri Olivier enlevait ses lunettes, et Francis, son frère, qui était une force de la nature par rapport à lui mettait 2-3 coups, et puis c'était les retrouvailles, moi je trouvais ça complètement abject, parce que je me disais, quand on s'aime, déjà, on s'aime pas dans la violence, et eux, ils avaient une relation comme ça. Et sa famille avait l'air d'apprécier, ma future belle-maman rigolait, beau-papa un peu moins, mais bon, c'était leur façon de se retrouver. Donc, oui, c'est un rituel un peu sauvage, hein. Oui, tout à fait. Et donc moi, je prenais sa défense parce que je trouvais que c'était pas bien, quoi. Je veux dire, cette forme de violence, non, ça ne me plaisait pas. Donc donc les années passent. Mais vous ne lui en parliez pas? Quand j'en parlais, et ça le dérangeait un petit peu. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, l'amour est aveugle. Mm-hmm. Et le mariage rend la vue. Parce que des années après, on a eu des enfants. Et puis pour notre deuxième enfant, un jour je portais dans mes bras mon petit Arthur. Et belle-maman passe à côté et elle me dit « Oh là là, c'est tout le portrait de Francis ». Or Francis, c'est encore ce fameux grand jumeau qui faisait autant d'ombre à mon chéri. Et donc là, c'est pareil, quoi. Je me suis mise sur mes grands chevaux en disant mais non, c'est pas Francis, c'est Olivier que j'aime. Donc vous voyez, et ça, c'est retourné contre moi parce que en fait, par la suite, je suis passée pour la méchante. Alors que je défendais l'homme que j'aimais. Sauf que l'homme que j'aimais, lui, me défendait de moins en moins vis-à-vis de sa famille. À tel point qu'un jour, mon petit garçon
est venu me dire, tu sais, maman, mamie, elle n'a pas été trop gentille avec moi. La dernière fois, quand vous nous avez gardés, que vous êtes partis un week-end en amoureux avec papa, elle m'a frappée. Donc là, j'ai été... Ah oui, à ce point. Donc là, j'ai été demander des explications à belle-maman qui m'a dit, oui, mais j'avais l'habitude, quand j'étais seule avec mes jumeaux, pour me faire respecter, je sortais le martinet, et puis... Oui, mais là, je crois que le martinet, il a peut-être touché mon fils, et ça, on ne touche pas aux enfants. Donc là, ça a été pareil. Donc ça s'est fait en présence du père de mon petit Arthur. Donc d'Olivier, oui. Lui, il ne disait rien. Par contre, c'était donc une maman face à une autre maman qui défendait son enfant. Et là, c'est pareil, je suis passée aussi pour la méchante. Sauf que mon petit garçon avait raison. Bien sûr. Vous voyez, donc, alors voilà, les années ont passé, plus ça allait, moins ça allait, quoi. Parce que, en fait, j'ai appris à mes défends qu'on échoue toujours face à un pervers narcissique. Donc la seule issue pour nous, ça a été la fuite. Qui était le pervers narcissique ? La belle-mère. Le père. Alors la belle-mère l'a été, j'ai compris par la suite, mais en fait, son fils, donc Francis, l'homme que j'aimais, Olivier, c'en était un, et un beau. Hein. Je vais vous dire, je suis en vie, c'est grâce à mes enfants. Alors, je suis pas convaincue dans ce que vous dites qu'il était pervers narcissique, parce que les pervers narcissiques se taisent pas et restent mais pas. Qu'il ait été, oui, et là je vais vous dire, qu'il ait été mauvais pour vous, sûrement. Oui, hein. oui, mais face à sa mère, il disait rien. Par contre, dans l'intimité, quand je lui parlais de sa mère et que je lui montrais que cette personne était particulière, alors là, c'était le pervers qui est rentré dans une colère énorme et puis me traitait de tout. Oui, non, mais Hélène Vecchiali a raison. À partir du moment où son comportement n'est pas le comportement d'un pervers narcissique, ce n'est pas un pervers narcissique. Après qu'il soit toxique, qu'il allait certainement très mal, sans doute à cause de... Qui vous ait fait du mal, alors ça c'est une certitude. Hein. Vous voyez, il faut être très vigilant sur le diagnostic, parce que sinon vous n'allez pas... Enfin, ça va être compliqué pour vous. Alors, je parle de pervers narcissique tout simplement parce qu'à l'extérieur, devant tout le monde, c'était l'homme charmant. Et puis, dans la sphère privée, c'était le tyran domestique. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est évident que dans le privé, c'était un tyran. C'est évident qu'il vous a fait du mal. C'est évident que c'était quelqu'un de méchant et peut-être manipulateur. Mais un pervers narcissique, jamais il s'écrase devant sa mère. Jamais, ça n'arrive pas. Jamais il s'écrase devant son frère. Jamais il reçoit des coups sans rien dire. Ça n'existe pas. Le pervers narcissique, c'est un dieu. Il est Dieu vivant sur terre et il a comme projet de vous anéantir parce que vous êtes une chose et d'anéantir sa mère et d'anéantir son frère. Donc c'est pas vraiment ce que vous décrivez. Mais attention, on n'est pas en train de dire que vous n'avez pas souffert et que c'est pas quelqu'un de méchant et d'odieux. Oui. Hein. Mais je vais vous dire, je pense qu'en fait, il s'est vengé sur moi. Parce que moi, non mais Léla, moi je vais même vous dire autre chose. Quand on est sauveuse comme vous, on ne va pas avec un pervers narcissique, ils n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils vont très bien. Oui, donc le père de votre fils, vous aviez bien senti qu'il allait pas bien. C'est pour ça que vous avez voulu le sauver. Et ensuite, vous vous êtes rendu compte. Il m'a montré son vrai visage quand on a été ensemble. Oui, mais ça veut pas. On est d'accord. Il a montré qu'il était capable d'être toxique, comme beaucoup de personnes qui ont été certainement terriblement méprisés par leur mère et par leur frère parce qu'on voit bien dans l'histoire que la mère avait une adoration pour Francis puisque vous avez donné les prénoms et a certainement ça devait être l'aîné je suppose Francis, enfin en tout cas c'était l'homme c'était des jumeaux, c'est des faux jumeaux, mais il y en a un qui était magnifique, viril, etc. et l'autre qui portait des lunettes et qui était un minable et ce pauvre Olivier, enfin je veux dire même s'il vous a fait du mal, il est mauvais à cause de sa propre histoire, voyez. Un pervers narcissique, il est pas fragile. Vous auriez pas été vers lui si vous êtes sauveuse. Exactement. Mais ça ne se voyait pas au début.
Mais je sais bien. Oui, mais un pervers narcissique, il l'est de tout temps. C'est comme la couleur des yeux. Hein, on n'arrivera pas. Ce qu'on veut vous dire, c'est que vous ne faut pas se tromper de diagnostic, parce que sinon, ça ne vous aide pas. Voilà, ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne bien qu'un pervers narcissique ne peut pas être l'homme que vous décrivez. Après, que vous ayez subi des choses terribles et odieuses, c'est une évidence. Hein. Mais il faut faire attention, parce que c'est vrai qu'on met un petit peu ce diagnostic à tort et à travers, et ça n'aide pas à faire avancer les choses, évidemment. En tout cas, merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil du jour. On va parler du point de non-retour. Ce fameux point de non-retour, ça concerne les hommes, évidemment. Et puis, on va aussi accueillir Béatrice de Fromont pour évoquer l'érotisme dans notre société. Quelle place a l'érotisme aujourd'hui ? Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexe au Conseil. Hélène Vecchiali, on va parler du point de non-retour. C'est une expression qui vient du tantra, je crois d'ailleurs. C'est ce point qui est juste avant l'éjaculation, qu'il ne faut pas louper. C'est ce qu'on appelle aussi le fil du rasoir, plus précisément dans le tantra. Et c'est un moment donc où l'homme peut encore retenir son éjaculation, mais la seconde d'après, il ne pourra plus la retenir. Alors nous, les femmes, c'est le contraire. On doit plutôt le laisser venir, ce point, pour que on arrive à l'orgasme, alors que les hommes doivent le repérer pour stopper la montée de l'excitation. Il faut rappeler une chose quand même, c'est que l'éjaculation, c'est un réflexe, donc on ne la retient pas, parce qu'un réflexe, on n'a aucune action sur lui. En revanche, l'éjaculation arrive au moment où l'excitation devient très forte, et donc c'est ce moment-là qu'il faut repérer en amont, le moment où l'excitation va devenir trop forte et qu'on ne pourra pas retenir l'éjaculation. Et c'est la masturbation qui reste un bon moment pour découvrir ce point de non-retour, parce que dans le coït, on est quand même généralement un peu plus concentré aussi sur la partenaire, sur son propre plaisir, etc., etc. Et c'est plus difficile de le repérer. Et je pense qu'il faut vraiment démarrer par la masturbation, et c'est pour ça que c'est important que les hommes ne se masturbent pas de manière trop mécanique pendant trop longtemps, parce qu'à partir de ce moment-là, finalement, ils perdent un peu. Plus rien. Et voilà, exactement, ils ne repèrent plus rien. Donc, c'est vrai qu'il y a des techniques qui permettent d'éviter l'éjaculation. J'entends souvent parler de ce point fixe sur lequel il faut se concentrer, de se détourner de cette sensation de plaisir, etc. De tenir, paraît-il, la verge en tirant les testicules vers le bas. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses, mais en fait, je pense que le mieux, c'est d'abord d'être vraiment en relation avec son excitation. D'ailleurs, quand Bruno Martin vient, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'éjaculation précoce, il le dit bien, on ne contrôle pas son éjaculation, mais on contrôle son excitation. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et je trouve que ce qui est important aussi, c'est que les hommes, durant les préliminaires, s'intéressent plus à eux-mêmes. Soyez vraiment dans les préliminaires et oubliez de regarder si vous avez encore l'érection ou pas, etc. Laissez-vous aller. Déjà, vous allez vous rendre compte que par moment, vous perdez un peu votre érection, vous la retrouvez, et vous verrez bien que cette excitation, justement, elle est très fluctuante, et que c'est pas grave. Et petit à petit, eh bien, vous arriverez à repérer particulièrement ce point de non-retour qui est vraiment la clé de la capacité à maintenir une érection sans éjaculer. Très bien. Voilà. Bon, nous, ça ne nous concerne pas, c'est le contraire. Il faut au contraire laisser l'excitation monter. Alors, il vous reste encore quelques petites minutes pour gagner ce plug Surfer 2 de la marque Lelo. Et vous le savez, vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Voilà. Et on va parler érotisme à l'occasion de ce salon de l'érotisme qui a lieu à Castres avec Béatrice de Fromont, qui est à la fois sexologue et présente sur ce salon. Bonjour Béatrice de Fromont. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, ce salon de l'érotisme à Castres, c'est de quand à quand ? C'est ce week-end, je crois, hein ? Non, c'est mi-avril. Ah pardon, donc, le week-end prochain. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc un large temps pour découvrir et
et recevoir des visiteurs en tout cas. Voilà, et vous y serez pendant les 3 jours, évidemment, vous serez présente. Alors c'est toujours pareil, hein, on parle de salon de l'érotisme, en fait c'est quand même très basé sur la pornographie. Quelle différence vous faites entre pornographie et érotisme? Parce que c'est un salon où il va y avoir des actrices de films pornographiques, il va y avoir des shows très très érotiques. Quelle différence vous feriez, vous, Béatrice de Fromont? Alors en tout cas, la différence que je ferai entre l'érotisme et la pornographie, c'est que l'érotisme, ça suggère, on fait appel au ressenti, à l'imaginaire, alors que la pornographie, c'est davantage ce qu'on montre. Maintenant, dans un salon de l'érotisme, il y a vraiment plusieurs participants, beaucoup d'exposants, c'est plutôt varié et c'est plutôt joyeux. Donc finalement, on n'est pas obligé d'aller tout voir ou de tout faire, mais ça ouvre en tout cas un espace de curiosité, peut-être de complicité aussi pour les uns et les autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations autour de ça. Mmh. Ce qui est intéressant, Hélène Vecchiali, vous avez peut-être jamais été dans un salon de l'érotisme, c'est de voir d'abord beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes couples, et je trouve ça intéressant parce que c'était assez impensable il y a 30 ans par exemple, et c'est vrai, on voit beaucoup de jeunes couples qui viennent pour voir, pour comprendre, et oui, allez-y, je vous en prie. Non, mais je trouve ça intéressant. Je suis pas du tout au courant, mais c'est intéressant parce que la sexualité est vraiment quelque chose de tabou et ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on est tous convaincus que c'est instinctif, mais je pense que si en plus de l'instinct on apprend, c'est mieux. Oui, allez-y, je vous en prie, vous avez votre micro ouvert, hein, n'attendez pas, je vous la donne la parole. Moi, je suis assez surprise d'ailleurs de voir la diversité du public, hein, qui peut aller dans un salon de l'érotisme. C'est vraiment pas par rapport à un seul type de population, c'est vraiment, il y a tous les âges. Et effectivement, le fait d'y être et d'avoir cette opportunité par Eric, le fait d'y être, c'est que je trouve que c'est un endroit plutôt joyeux où on peut venir aussi poser des questions parce qu'il y a différents professionnels et c'est la raison pour laquelle j'y vais, puisque ça permet d'aller au contact des personnes tout simplement. Donc il y a beaucoup de questions, notamment chez les jeunes. Je me souviens avoir eu des questions autour de tiens, voilà, moi j'ai plus de désir, l'autre en a moins, est-ce que ça se régule toujours de la même manière? Et dans ce genre de lieu, on ne regarde pas la sexualité de manière pathologique, si je peux me permettre, mais plutôt joyeuse, où on vient poser des questions et c'est plutôt un espace ouvert, je trouve. Oui, ce sont des salons qui sont très ouverts, très, très libres d'ailleurs, et en fait c'est toujours aussi intéressant. On a une image aujourd'hui assez négative de la pornographie, hein, elle est très critiquée d'ailleurs, et moi ce qui m'avait frappé, parce que j'avais été à un salon l'année dernière, à Albi justement, et j'avais un peu questionné ces actrices. En fait, bon, certes elles font ça pour l'argent, hein, faut pas se raconter d'histoire, mais elles sont heureuses de faire ce métier, elles sont heureuses de s'exhiber, et je veux dire, pourquoi pas, hein. Oui, effectivement, pourquoi pas, oui. Oui, non, mais tant qu'elles sont consentantes dans tout ce qu'elles font, il n'y a rien à dire. Et c'est assez contraire à l'image qu'on a un peu de la société aujourd'hui par rapport à la pornographie, en fait. En tout cas, moi, je me dis qu'il y a plein de formes d'érotisme. Peut-être que parfois, à un moment donné, ça peut stimuler la curiosité, ça peut exciter davantage. En tout cas, c'est surtout ce qu'on en fait. Donc, effectivement, il y a plein de personnes différentes. Ça reste assez libre, c'est plutôt pas jugeant. Mais en tout cas, le principal, c'est que... comment je vais dire ça ? En tout cas, ces femmes, elles ont choisi de s'exhiber ou d'en faire quelque chose de plutôt artistique, de danser. Mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Et ça sert aussi à attiser les sens, la vue. Et ça participe aussi, en tout cas, à la forme d'excitation. Je n'ai pas dit qu'il y avait que celle-là, mais ça participe. On pourrait dire que ça participe. Vous travaillez beaucoup sur le lien entre l'imaginaire et le désir, hein, je crois, Béatrice de Fromont.
Oui, en tout cas, moi, je reçois des personnes en individuel ou en couple et vraiment, je les accompagne par rapport au fait de bien comprendre le désir, leur corps, ce qui se passe aussi dans la relation, parce que le désir, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il a besoin d'être cultivé, il a besoin de temps. Et souvent, ce que j'observe, c'est qu'il faut surtout de l'écoute. Il faut qu'on puisse aussi mettre du temps pour que le désir s'installe. Et souvent, ce n'est pas un manque de désir, c'est surtout que les conditions ne sont pas réunies pour que ça puisse être là. Oui. Ce qu'il y a déjà peut-être aussi d'important à rappeler, Hélène Vecchiali, c'est la différence entre la pulsion plutôt masculine et le désir plutôt féminin, non ? Oui, c'est sûr que c'est différent et en plus c'est différent d'une personne à l'autre, donc ça fait beaucoup de différence. Et je crois que là, comme partout dans les relations de couple, il n'y a que la communication qui peut permettre de faire quelque chose de beau, voire de sacré dans ces moments-là. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression qu'on n'a plus de désir pour son ou sa partenaire ? Qu'est-ce que Béatrice, Hélène, qu'est-ce que vous conseilleriez ? On va commencer par vous, Hélène, peut-être, puisque vous êtes là. Parler, dire oui, mais demander ce qui se passe, ce qu'elle aimerait, ce qu'elle aimerait pas. Est-ce que on peut trouver une solution pour surprendre, je crois que parler. Je dis ça parce que en particulier les femmes, on est très très pudique sur l'expression de nos désirs. Autant on peut parler de tout un tas de choses librement. Autant face à un homme, pouvoir lui dire j'aime ci, j'aime ça, je préfère ci, je préfère ça, c'est bien plus compliqué. On est vraiment souvent très pudique. Et oui, moi je vois que ça. Après, je suis aussi, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui s'apprennent sur l'acte sexuel et la relation sexuelle, et qu'on est au courant de rien. C'est-à-dire qu'on est jeté là dans cette histoire. Sur le terrain. Et on apprend sur le tas et souvent sur le tard. Et que là, il y a à la fois la communication, il y a des livres qui sont très bien faits sur les différentes zones érogènes de l'un, de l'autre, sur le plaisir. Il y a plein de livres, il y a plein de gens qui sont compétents pour aider. Enfin, je crois que ce qu'il faut surtout, c'est avoir le courage de l'affronter et pas de faire comme énormément de couples qui finissent par plus du tout avoir de relations sexuelles. Chacun en veut à l'autre et ça se règle à coup d'agressivité verbale et puis il se passe plus rien, quoi. Ça n'a pas de sens. Et on finit par faire chambre à part. Qu'est-ce que vous conseillez, Béatrice de Fromont, justement, quand le désir n'est pas là ? Ben justement, alors je suis d'accord avec vous, Hélène, et à la fois j'aime bien discerner la dimension de est-ce que j'ai le désir d'être proche de toi, de l'autre, et le désir sexuel, c'est comment vient mon élan. Et parfois, il y a des femmes qui me disent j'ai plus de désir, j'ai plus envie, et souvent je leur dis mais vous n'avez pas envie de quoi ? Est-ce que vous n'avez pas envie qu'il vous touche de cette manière-là ? Est-ce que vous n'avez pas envie de pénétration ? Est-ce que vous avez envie d'être proche ? Donc tout ça, c'est aussi à discerner parce que c'est comme si on devait absolument faire l'amour. Et en plus, il y a une représentation qui serait de c'est fatigant, j'ai plus d'énergie. Et en même temps, le désir, si on ne le cultive pas au quotidien, même dans notre manière d'être en présence avec l'autre, de se parler, de se regarder, ça ne va pas arriver comme ça de manière automatique le soir, par exemple, quand on va se coucher. Donc il y a tout ça qu'il faut pouvoir semer au fur et à mesure. Et surtout aussi questionner, tiens, comment ça s'est descendu au fur et à mesure ? Qu'est-ce qui a baissé ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Sans psychologiser, mais essayer de repérer. Et puis après, vraiment sentir où en est le couple, les aspirations, et puis dénouer tout ça avec l'un et l'autre. Oui, on dit souvent que le désir, il ne faut jamais le laisser s'éteindre, c'est toujours plus compliqué de le rallumer. On va parler dans un instant du désir au sens large du terme, puisque vous êtes aussi psychanalyste, Hélène Vecchiali, et peut-être que le désir, il est aussi en train de mourir dans notre société, et peut-être qu'on a besoin justement de remettre un peu de désir et d'érotisme dans notre monde actuel. On se retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Hélène Vecchiali et on a comme fil rouge aujourd'hui votre livre qui est sorti en poche, La tragédie des sauveurs ou le besoin ardent d'aimer. Aux éditions d'être aimé, pardon. C'est aux éditions Marabout. Et peut-être que justement, c'est parce qu'on se sent aimé qu'on a du désir pour l'autre. Nous sommes également avec Béatrice Defromont pour parler du salon de l'érotisme de Castres. C'est le week-end prochain du 15 au 17 avril et vous pourrez donc rencontrer différentes stars du porno, bien qu'il n'y ait plus beaucoup de stars aujourd'hui, hein. C'est terminé la période où il y avait des stars, et vous pourrez aussi rencontrer Béatrice Defromont qui sera sur ce salon, qui est à la fois également sexologue. Alors, on parlait du désir. Je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux, est-ce que notre désir, justement, il n'est pas un petit peu en train de disparaître dans cette société où on a l'impression que d'être quelqu'un de désirant, c'est presque maintenant un peu... Mais je crois que... Ce qui est compliqué dans cette histoire de désir, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les relations, si on parle d'hétérosexualité, on voit bien que les relations entre les hommes et les femmes sont devenues très complexes. Et que on parlait tout à l'heure de masculinisme, on parlait de genre religieux, et on se rend compte que ça crée une grosse difficulté dans les rencontres et de fait dans la capacité à désirer, quoi. Donc je crois que c'est peut-être pas forcément au prime abord un problème de désir, c'est plus un problème de relation homme-femme qui est en train de se détériorer de façon exponentielle. Et en même temps, moi je me souviens avoir travaillé beaucoup sur la question de la transgression, justement parce que j'ai beaucoup étudié ce qu'était l'érotisme. Peut-être aussi que ce monde où on parle beaucoup de sexe, pas toujours à bon escient d'ailleurs, enlève aussi tout le côté transgressif de l'érotisme. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Béatrice Defromont ? En tout cas, si on parle trop de sexe avec le mental, ça tue quelque chose autour du désir. Par contre, le fait de pouvoir en parler dans son ressenti, dans la liberté, ça me semble vraiment important. Et à la fois, on parle tellement de sexe et de sexualité comme si il fallait faire du sexe, il fallait être désirant. C'est là où, à mon avis, il y a une limite et que ça devient un petit peu presque une obligation. Et si on n'a pas envie, on se sent décalé ou parfois anormal. C'est ça que je remarque en tout cas. Oui, mais moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que la question du fantasme, de temps en temps, j'essaye de faire des émissions où on évoque le fantasme, et je trouve que ça tombe souvent à plat. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la capacité à fantasmer est quelque chose de très censuré chez les gens. Oui, et puis surtout, c'est mal perçu. C'est-à-dire que quand on parle de fantasme en sexualité, les gens le voient comme quelque chose de sale ou de tordu ou de transgressif ou de malsain, etc. L'étymologie, moi, me plaît énormément parce que l'étymologie de fantasme, c'est fantaisie. Et je crois que si on remet ça au niveau de l'étymologie, ça change beaucoup de choses. Béatrice Defromont, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le fantasme ? J'ai envie de dire qu'il faut aussi pouvoir compartimenter à la fois nos fantaisies érotiques qui feraient partie de notre jardin secret, qui ne sont pas réalisables, et à la fois le tiroir des idées érotiques, comme si c'était faisable, en tout cas dans nos pratiques. Et dans les couples ou dans la routine, on peut aussi cultiver le tiroir à idées érotiques. Donc il ne s'agit pas d'avoir l'idée du siècle, c'est surtout aussi travailler sur nos propres préférences, l'ambiance, les lieux, les jeux érotiques, etc. Et à la fois, dans notre tiroir à fantaisie érotique, on peut aussi faire appel à ce tiroir-là pour garder le fil du désir. Mais tout n'est pas forcément à réaliser. Et à la fois, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes où les fantasmes, la dimension de l'imaginaire est plutôt réduite. Et ça aussi, je pense que
il est à cultiver. C'est ça que j'observe. Parce que... Mais oui, mais peut-être tout simplement parce qu'on n'a toujours pas compris ce qu'explique bien la psychanalyse. Il y a le ça et le surmoi, et il faut un juste milieu entre les deux. Pas trop de ça, c'est-à-dire pas faire tout et n'importe quoi, mais pas trop de surmoi non plus, c'est-à-dire pas s'interdire d'imaginer des choses même parce que moi je trouve qu'encore une fois le pouvoir du fantasme il est formidable, mais c'est pas la peine de passer à l'acte. Enfin, je veux dire pas toujours. Oui, ce que Béatrice explique très bien, c'est qu'il y a des fantasmes réalisables, d'autres non. Il y a des fantasmes qui restent dans notre jardin secret et d'autres au contraire qu'on peut réaliser. Mais c'est toujours pareil. Je crois qu'il faut apprendre aussi à développer ces fantasmes, apprendre à développer notre capacité à désirer. Enfin, je suis vraiment toujours très choquée et triste de voir combien chez nous, en Occident, la sexualité est réduite à un coït qui dure 10 minutes et puis pouf, on passe à autre chose. Alors que c'est magique, c'est un moment magique et qui demande à être travaillé, à être respecté. Enfin, je dirais même plus, c'est sacré. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre du sacré. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. En tout cas, le salon de l'érotisme, et notamment à Castres, à partir du 15, 16 et 17 avril, c'est un lieu où on peut nourrir sa fantasmatique. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui viennent dans ce genre de salon, c'est pour faire fonctionner un peu leur imaginaire fantasmatique. Voilà, et il y en a qui viennent par curiosité, il y en a qui viennent réalimenter un petit peu leur feu ensemble, il y en a qui viennent découvrir, on peut aussi poser des questions. Encore une fois, c'est très vaste. Et je trouve que passer la porte d'un salon de l'érotisme, voilà, ça peut ouvrir sur plein de choses, parce que parfois on a des représentations qui sont fausses, et en tout cas c'est un lieu joyeux et qui est complètement sain. Oui, c'est un lieu très joyeux et vous avez raison, très souvent les gens sont surpris de ce qui se dégage de ce genre de salon. Ça n'a rien du tout d'obscène, c'est vraiment, comme vous dites, ce sont des gens qui sont joyeux, qui sont dans la vie et qui sont ravis de partager cette liberté et cet érotisme. En tout cas, merci Béatrice de Fromont. On vous retrouvera donc à partir du week-end prochain au salon de l'érotisme de Castres. Il nous reste très peu de temps. Hélène Vecchiali, qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent ? Vouloir aider l'autre, oui, mais point trop d'en faut. Oui. Ce que je conseillerais, c'est lorsqu'on est sauveur compulsif et qu'on a vécu plusieurs relations qui se sont mal terminées, c'est de se questionner, c'est de se dire comment se fait-il que je suis dans ce genre de situation et qui se termine mal pour moi. Et puis se dire que peut-être la solution, c'est de trouver une aide pour être sauvé soi-même. D'accord. Eh bien, sinon, moi j'ai un autre conseil à vous donner. Vous lisez le livre de Hélène Vecchiali. Il vient de sortir en poche. Ça vous coûtera pas grand-chose. Une excellente idée. Je n'y avais pas pensé. Et ça peut vraiment vous aider. La tragédie des sauveurs, c'est en poche aux éditions Marabout. Merci Hélène Vecchiali. Merci beaucoup. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Lundi, on sera avec Sandy Boulanger. J'aime bien le sujet qu'a eu envie de traiter Sandy. Comment se réconcilier avec son corps après une maladie, après un accident, avec l'âge aussi, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes en vieillissant qui n'aiment plus leur corps et c'est bien dommage parce que de toute façon, on n'en a qu'un et on le garde jusqu'au bout. Donc, on pourra en parler avec Sandy Boulanger. Merci à tous et profitez bien de ce week-end pour profiter de votre désir.